Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de matrices symétriques et antisymétriques. Alors, nous avons vu une opération qu'on pourrait appeler de symétrie d'ailleurs sur les matrices, qui est l'opération de transposition. C'est-à-dire, cela revient à faire une opération, une symétrie par rapport à la diagonale. Et là, nous allons voir les matrices qui sont invariantes par cette opération, tout d'abord, que nous allons bien entendu appeler matrices symétriques, puis les matrices qui sont opposées par cette transformation, que nous allons appeler matrice antisymétrique. Donc, bien entendu, pour qu'une matrice soit invariante par transposition, il faut qu'elle ait même dimension que sa transposée, donc cette notion n'a de sens que pour les matrices carrées. Donc, une définition, tout naturellement, si nous prenons A de coefficient bien entendu noté AIJ carré d'ordre n, à coefficient dans K, on dit que A est symétrique si A est égal à sa transposée, c'est-à-dire que quel que soit IJ entre 1 et n, AIJ égale AJI. Et nous notons Sn de K, l'ensemble des matrices symétriques carrées d'ordre n. Donc l'ensemble des A qui vérifie A égale transposé de A. Et puis nous disons que A est antisymétrique si la transposée de A égale moins A. On peut aussi écrire A égale moins A transposée, bien entendu. C'est-à-dire que, quel que soit I et J entre 1 et n, AIJ égale moins AJI. Et on notera AN de K, l'ensemble des matrices A antisymétriques. Alors attention, on aura une autre notation, un autre objet qui s'appellera AN un peu plus tard. Donc j'ai écrit A égale moins sa transposée, c'est exactement la même chose que ça. Ce sont des matrices importantes. Les matrices antisymétriques et les matrices symétriques, vous allez les faire apparaître assez régulièrement. Donc ce sont des choses à bien connaître. Bon, quelques exemples. Hein, on peut faire des exemples très simplement. Hein. Par exemple, cette matrice. Alors, on peut partir d'une matrice comme ça et se poser la question comment la rendre symétrique. Ici, il n'y a qu'un choix pour le coefficient, c'est 2. Donc ça, c'est une matrice symétrique, par exemple, réelle. On peut partir d'un coefficient ici et se poser la question comment rendre cette matrice antisymétrique. Forcément, on doit avoir un moins 1 ici. Et puis, que doit-on avoir sur la diagonale? Forcément, si on prend I égale J dans la définition, on doit avoir AI égale moins AI, c'est-à-dire forcément 0. Là, on a des choses intéressantes quand même, hein, que l'on peut déjà voir. On a vu dans le premier exemple qu'on pouvait choisir ces 3 coefficients librement. Et dans le deuxième exemple, le choix du premier coefficient dictait tout le reste du choix de la matrice. Ça sera d'importance pour ce qui va venir. Une remarque, c'est même une proposition, que l'on peut dire très simple, juste en regardant la définition pour I égale J. Si A est une matrice de coefficients AIJ est antisymétrique, alors tous ces coefficients diagonaux sont nuls, ce qu'on écrit pour tout I entre 1 et n, à I égale 0. Donc ça, c'est immédiat. On va travailler petit à petit sur les matrices symétriques, sur les matrices antisymétriques. La question qui nous intéresse ici, c'est la structure de chacun de ces deux ensembles. Donc on va énoncer un gros théorème
que l'on va démontrer, mais ça ne sera pas très compliqué. On va tout raconter sur cette structure. Donc, bon, vu la manière dont les choses sont écrites, on peut quand même comprendre assez facilement, même si on le démontrera bien entendu, que l'ensemble des matrices symétriques et l'ensemble des matrices antisymétriques, ce sont des sous-espaces vectoriels de Mn de K supplémentaires et de dimensions respectives Nn plus 1 sur 2 et Nn moins 1 sur 2. On va voir d'où cela vient directement. Donc on a 3 choses à démontrer. Le fait que ce sont des sous-espaces vectoriels, le fait qu'ils sont supplémentaires, et leurs dimensions respectives. On va faire les 3 séparément. Même si, une fois qu'on aura compris comment trouver la dimension de l'ensemble des matrices symétriques, pour les matrices antisymétriques, c'est la même chose. Bien entendu, une fois qu'on a montré que ces sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, la dimension de l'un donne la dimension de l'autre. Ou alors, si on connaît la dimension des deux, ben, ça nous aide pour montrer que les sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Là, on va donner 2 arguments indépendants l'un pour l'autre. Donc, premièrement, pour le fait que ce sont des sous-espaces vectoriels de Mn de K. On pourrait le démontrer de manière très élémentaire en revenant aux définitions. On peut aussi donner un argument abstrait, un peu plus élégant, c'est-à-dire de voir que par linéarité de la transposition, eh bien, A donne transposé de A moins A et A donne transposé de A plus A. Ce sont des applications linéaires. C'est par opération sur les applications linéaires. Et donc, on regarde, qu'est-ce que c'est que... on met le n en indice. Sn de K. L'ensemble des matrices symétriques, c'est l'ensemble des matrices qui annulent transposé de A moins A. Donc c'est le noyau de cette application-là. Puis An de K, c'est l'ensemble des matrices A qui vérifie transposé de A égale moins A, c'est-à-dire l'ensemble des matrices qui annulent notre deuxième endomorphisme. Donc c'est le noyau de A donne transposé de A plus A. Et donc comme noyau d'application linéaire, comme noyau d'endomorphisme de Mn de K, ce sont des sous-espaces vectoriels de Mn de K. Ensuite, là, pour la deuxième, partie, pour le fait que ce sont des supplémentaires. On va raisonner par analyse synthèse, vu qu'on n'a pas envie d'utiliser des arguments de dimension. C'est une analyse synthèse très proche de ce qu'on a fait au départ. Donc, analyse. Je prends une matrice, grand M, carré d'ordre n. Je prends S pour symétrique, et A antisymétrique, qui vérifie M égale S plus 1. Comme d'habitude, on va appliquer notre opération sur cette égalité. C'est l'idée générale pour obtenir des relations intéressantes quand on pratique une analyse synthèse. Donc, on écrit transposé de M égale transposé de S plus transposé de A. Mais comme transposé de S et transposé de A, comme S est symétrique, comme A est antisymétrique, et bien ceci, transposé de S vaut S, et transposé de A vaut moins A. On revient exactement dans le même cadre, dans le cadre que l'on connaît, par exemple pour ce que l'on a fait pour les parties paires et impaires d'une fonction. On a somme et différence. On récupère donc
S par la demi-somme, A par la demi-différence. Ce sont des M. Oups. On remarquerait que ce sont les mêmes formules que pour les parties paires et impaires d'une fonction. Synthèse. Comme d'habitude, on fait ça proprement. On introduit M, une matrice carrée quelconque. On pose S égale 1 demi de M plus transposé de M. A égale 1 demi de M moins transposé de M. Et on a toujours trois choses à vérifier. Premièrement, S plus A. Bon, c'est un calcul qu'on a fait maintes et maintes fois. C'est égal à M. Donc, première vérification. Deuxième vérification, le fait que S est symétrique. Donc on calcule transposé de S par linéarité de la transposition. Ça fait de 1 demi de transposé de M plus transposé de M. On sait que la transposition, alors on dit qu'elle est involutive. Ça veut dire que la transposée de la transposée, c'est l'identité, enfin, du moins en termes d'application. C'est-à-dire que la transposée d'une matrice, c'est cette même matrice. Donc on obtient 1 demi de M plus transposé de M. Donc c'est égal à S. Donc S est bien symétrique. Et enfin, la transposée de A, de la même manière, c'est 1 demi de la transposée de M moins 1 demi de, pardon, moins ceci plus la transposée de M, j'ai pris à l'envers. Donc ça fait 1 demi de moins M plus la transposée de M, donc ça fait moins 1. Donc A est bien antisymétrique. Donc conclusion, on a bien que l'ensemble des matrices carrées est somme directe de l'ensemble des matrices symétriques et de l'ensemble des matrices antisymétriques. Décomposition importante. Et enfin, pour ce qui est de la dimension. Donc pour ce qui est de la dimension, quand on prend une matrice symétrique, si on dessine une matrice symétrique, combien de degrés de liberté a-t-on pour choisir ses coefficients? Pour la diagonale, on a n coefficients diagonaux. Et puis si on connaît un coefficient sur la colonne I et sur la colonne J, la ligne I, on connaît aussi le coefficient à l'opposé, sur la ligne J et la colonne I. Ces deux sont égaux. Donc c'est ce qu'on a vu auparavant dans notre exemple sur les matrices 2, 2. Connaître ce coefficient, c'est connaître ce coefficient-là. Donc maintenant, si je prends A, une matrice symétrique, que je note de coefficient AIJ, bien sûr, A. Et bien alors, si I et J sont entre 1 et N, AIJ égale AJI. Donc on se rappelle que A peut s'écrire sur la base canonique. Je formalise l'argument. Disons que ce qu'il faut avoir en idée, c'est par exemple cette histoire de degré de liberté, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux choisir librement comme paramètre, et ensuite une fois que j'ai choisi ces paramètres, qu'est-ce qui est fixé. On le formalise par exemple avec des histoires de base canonique. Donc j'écris sur la base canonique A, et donc on fait ce qu'on a fait là, on sort les coefficients sur la diagonale, somme pour i allant de 1 à n des AII, EII, plus
les coefficients hors de la diagonale. Mais on va écrire les coefficients sur les deux parties triangulaires strictes. Donc somme pour 1 inférieur ou égal à i strictement plus petit que j inférieur ou égal à n des aij, eij, plus la somme pour 1 inférieur ou égal à i, j strictement plus petit inférieur ou égal à n des aij, eij. Si on fait le changement d'indice, si on échange i et j, on voit que ceci est invariant, puis ceci, on échange juste les deux coordonnées. Donc on peut les regrouper, ces deux sommes-là. Écrire somme pour i allant de 1 à n des aii, eii, plus la somme pour i strictement plus petit que j inférieur ou égal à n des aij, facteur de eij, plus EJI. Remarque, qu'est-ce que c'est que... Donc si I est différent de J, la matrice EIJ plus EJI, qu'est-ce que c'est comme matrice? Ben, c'est la matrice qui n'a que des zéros. Sauf deux endroits. Ligne I, colonne J, et ligne J, colonne I. Bref, on vient de voir que Sn de K étant... Alors, toute matrice de Sn de K est une combinaison linéaire de des matrices E11 jusqu'à ENN, et puis toutes ces matrices-là, hein, on va noter E12 plus E21 jusqu'à EN-1N plus, ce sont des virgules ici, EN, N-1. On pourrait le noter un peu plus formellement, mais on n'a pas besoin. Là, alors on les comptera après. Bien sûr, toutes ces matrices sont symétriques. Et bien sûr, cette famille est libre. Donc cette famille-là, n-1, n jusqu'à plus en, n-1 est libre. Si on veut le démontrer proprement, comment faire? Ben, on peut tout simplement revenir à la définition. Si vous prenez une combinaison linéaire de cette famille-là, vous l'écrivez, ça vous donne une matrice dont vous voyez apparaître les coefficients dans cette... les coefficients introduits dans la matrice. Donc c'est un peu fastidieux à écrire, on peut quand même l'écrire. Si je prends lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda n, puis lambda 1, 2, lambda n-1, n dans k puissance, je vous laisse réfléchir au nombre de vecteurs, on va le voir juste après, tels que lambda 1, E11, plus lambda n, ENN, plus, ben, si on écrit cette somme, ça fait somme pour ij plus petit que n des lambda ij, eij plus eji est nul. Mais qu'est-ce que c'est que cette somme? Ben, cette somme, alors, c'est la somme des lambda ij, eij. C'est la matrice de coefficient lambda ij qui est nulle.
Donc conclusion. Si i sont entre 1 et si i et j sont entre 1 et n, lambda ij est nul. Donc cette famille est libre. C'est une base de Sn de k. Combien comporte-t-elle de vecteurs? Alors, pour ça, c'est pas très compliqué. On en a n ici. Et ici, c'est une partie triangulaire stricte, on a nn-1 sur 2. Ou alors, on peut voir comme ce qu'on a fait là, là, ici, que l'on a autant de vecteurs que sur la partie triangulaire, on va dire large, qui contient la diagonale, c'est-à-dire nn plus 1 sur 2. Donc, cette famille contient nn plus 1 sur 2 vecteurs. Donc ça nous donne que la dimension de l'ensemble des matrices symétriques vaut n fois n plus 1 sur 2. Résultat important. Alors pour la dimension de l'ensemble des matrices antisymétriques, deux manières de procéder. Soit vous utilisez le fait que l'ensemble des matrices symétriques et l'ensemble des matrices antisymétriques sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Et donc la somme de leurs dimensions supplémentaires dans Mn de k, donc la somme de leurs dimensions vaut la dimension de Mn de k, donc n au carré. Soit vous faites la même chose que ceci, ce qui a pour vertu de vous donner une base de l'ensemble des matrices antisymétriques. Et vous voyez que l'ensemble des matrices antisymétriques, on a vu qu'on avait forcément un 0 sur la diagonale et des coefficients symétriques opposés. Donc on voit que l'on peut engendrer l'ensemble des matrices antisymétriques par la famille des EIJ moins EJI, qui est une base, qui est une famille libre, donc qui en est une base. Conclusion, il y a autant de vecteurs dans cette famille que la dimension de AN de K, c'est-à-dire nn-1 sur 2. Encore une fois, on pouvait utiliser la somme directe trouvée précédemment. Et voilà pour cette partie.